Bonjour à vous apprentis sorciers et sorcières et bienvenue dans cette vidéo de lecture automnale. Et oui, nous sommes déjà début septembre et qui dit début septembre dit confection de la pioche automnale. Tin, tin, tin. Ma demeure n'est pas encore aux couleurs de l'automne, mais ça ne saurait tarder. Ma tasse ne l'est pas non plus, mais ça ne saurait tarder également. Par contre à l'intérieur, attention, petite potion magique d'Halloween, thé noir potiron carotte. Moi je vous le dis, on est quand même dans une petite ambiance, la petite laine qui fait plaisir, de la bonne couleur. Mais je vous rassure, la météo est avec nous, il fait gris, il fait je pense max 16 degrés aujourd'hui. Je vous propose de vous installer confortablement et de profiter de cette sélection de lecture automnale que je compte bien essayer de lire, mais comme vous le savez, je prévois toujours une trentaine de bouquins. Est-ce que j'arrive à lire les 30? Absolument jamais. C'est le petit rappel à chaque début de vidéo de pioche de lecture saisonnière. Cette liste, elle est complètement exhaustive, je m'y tiens au maximum quand je peux. Et si ça ne matche pas, ou si certains livres n'auront pas eu le temps d'être lus, eh bien c'est pas grave, parce que vous savez quoi, l'année prochaine l'automne est de retour normalement. Et donc je pourrai les lire à ce moment-là. Voilà, pas de problème pour moi. Et bien évidemment, la seule règle pour moi qui compte réellement dans cette histoire de pioche de lecture, c'est que je fais une liste dans mon bullet journal. Si la liste, le nombre de titres tiennent sur une page, c'est que peut-être c'est faisable, peut-être non. Mais au moins j'aurai un vaste choix dans lequel piocher tout au long de l'année. Faut vous imaginer ces pioches comme une sorte de mini bibliothèque. Ça va représenter un peu mon état d'esprit saisonnier en termes de lecture. Donc je vais m'amuser à aller piocher dedans, sans pression et surtout avec énormément de plaisir. J'ai tenté de trier un petit peu, de vous faire des piles de livres qui vont plus ou moins ensemble, histoire de vous donner un peu des ambiances. On va commencer par la première sélection, qui va être une sélection un peu horreur, fantasy, chose un peu, voilà, pas forcément sorcière, pas forcément automne, mais vous verrez, il y a une sorte de... il y a une ambiance, il y a un truc, vous allez voir. Et ce premier livre de cette sélection, je ne l'ai pas en format papier, je l'ai en format audio et ça me permet évidemment d'introduire le partenaire de la vidéo du jour. Il s'agit de l'application Nextory. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que justement vous allez pouvoir découvrir des livres qui sont présents dans cette sélection que vous allez pouvoir retrouver sur Nextory et pourquoi pas découvrir gratuitement. Oui, vous avez bien entendu, gratuitement pendant 60 jours grâce au code que je vous mets juste ici. Si vous cliquez dessus et que vous créez un compte grâce à ce code, vous allez pouvoir tester Nextory pendant 60 jours gratuitement. Alors j'insiste sur les 60 jours, pourquoi? Parce que les formats audio sur Nextory, vous avez un forfait de 15 heures tous les mois qui vous sont attribués. Si en 30 jours vous avez 15 heures d'écoute, et ben vous imaginez bien qu'en 60 jours vous avez 30 heures d'écoute. Tout l'intérêt. Et puis vous le savez, mais sur Nextory il n'y a pas que du livre audio, mais personnellement c'est comme ça que je l'utilise la majeure partie du temps. Vous allez aussi avoir du livre numérique, de la BD, de la presse, des livres de cuisine plutôt pratiques. Vous allez avoir des livres pour enfants. Mais là, le livre dont je vais vous parler, il s'agit de Vampiria tome 2 de Victor Dixon, que j'ai prévu d'écouter grâce à mon forfait justement sur Nextory. Et à la fin de la vidéo, je vous propose une sélection des livres que j'ai ici et qui se trouvent également en version audio sur Nextory. Donc restez jusqu'au bout. Donc le tome 2 de Vampiria, oui alors j'ai un petit peu de retard, je sais, j'avais pas vraiment prévu de prendre autant de temps. J'avais découvert le premier tome l'année dernière en version audio aussi. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ma lecture. Pourtant Victor Dixon et moi on n'est pas toujours amis au niveau de ses intrigues et de ses personnages. La plupart m'agacent. Bon là notre héroïne m'a pas toujours franchement convaincue, mais l'idée de base que les vampires à l'époque du roi soleil aient pris le pouvoir et que depuis tout ce temps, eh bien comme ils sont immortels, ce sont des monarques et des dictateurs, on peut le dire, qui vivent depuis des siècles sur le peuple. Ça m'a quand même beaucoup intriguée. Le fait qu'il y ait une rébellion qui essaie de faire tomber cette monarchie éternelle et immortelle, ça m'a titillée et j'aime bien l'idée d'imaginer notre histoire autrement. Si certains personnages avaient été immortels quoi justement, et qu'est-ce que ça aurait donné aujourd'hui de notre monde. Il y avait 2-3 trucs dans le premier tome qui m'avaient pas forcément surprise, il y a eu 1 ou 2 twists à la fin qui m'ont surprise. Ce qui était sûr c'est que ça s'écoutait et ça se lisait très très bien. Le tome 2 serait donc une évidence pour cet automne parce que bah, j'ai envie de savoir ce qui va se passer maintenant avec la fin du tome 1. Un roman que je vous ai présenté lors d'un book haul il n'y a pas très longtemps, c'est le premier tome de La Guilde des Ombres de Anatrice que j'ai découvert sur le compte Instagram de Velourtine, dont je vous ai déjà parlé quelques fois. Là on est vraiment sur une dark fantasy assez lourde, assez, vous voyez, hein, et c'est que la première partie du 1 je crois. Donc la Guilde des Ombres est composée de personnages plutôt fantasy, type des elfes ou ce genre de personnages là. C'est eux qui gèrent un petit peu tout ce qui pourrait se passer dans la ville, surtout dans les bas-fonds de la ville. Mais sauf que cette année c'est la première fois qu'ils vont accueillir une nouvelle recrue qui est humaine.
Et donc ça va être l'histoire de cette jeune héroïne qui s'appelle Panama. Ça fait pas mal de temps quand même que je me suis pas relancée dans une grosse saga fantasy pure et dure, assez dense, assez sombre, et j'avais bien envie de faire confiance à celui-ci. En plus il est chez Pocket, donc j'ai profité de pouvoir le prendre au travail. Je trouve les versions poche vraiment très belles. Ça me fait un peu penser, alors en beaucoup moins fantasy, dark et tout hein, parce que là c'est quand même dit que c'est de la dark fantasy. Ça me fait un peu penser au début de Elana et la guilde des marches-ombres, vous voyez, dans Pierre Bottero. Juste comme ça, hein, le résumé, mais on parle quand même d'une guilde, machin, qui ont tous des talents ou des pouvoirs particuliers, qui sont formés à un destin bien particulier, à des tâches bien particulières, pour voilà, surveiller un peu la ville. Souvent quand on parle d'ombre, c'est souvent des personnages qui font ça de façon un peu cachée, où les habitants sont pas trop censés les voir ou savoir qu'ils existent. Ça me fait un petit peu penser à ça, et voilà, le fait qu'Elana soit aussi un personnage avec un destin particulier, je pense que ça va être le cas de Panama ici aussi. Bref, ça a l'air vraiment fantastique. Le tome 5 de Blackwater, cette fois je n'oublie pas de le mentionner, voilà, j'arrive au bout, j'ai super hâte. Celui-ci je l'avais dans ma liste d'envie depuis très longtemps, je pense depuis qu'il est sorti en grand format, mais il y a des livres comme ça, j'attends quand même les poches, parce que des fois je me dis, le prix d'un grand format, si je suis pas sûre et certaine. J'ai pris Mexican Gothic il y a pas très longtemps, aux éditions Brajlon en format de poche. Là ce qui m'intrigue énormément, c'est qu'on est censé retrouver justement cette ambiance très gothique, des maisons un peu particulières, qui cacheraient des choses, qui auraient des secrets. Là on va se trouver dans un vieux manoir où la cousine de notre héroïne y habite depuis très longtemps, avec un mariage un petit peu étrange, un peu foireux. Et il y a des choses bizarres qui vont se passer dans cette maison, et notre héroïne va donc s'attaquer à tout ça un peu malgré elle. On est sur un mélange un peu horrifique, donc ça me branchait bien. Celui-là je l'avais trouvé à Emmaüs, ça fait un moment que je l'ai, et cette année j'ai vraiment très envie de prendre le temps de le lire parce qu'il a l'air incroyable. Je me souviens que ma mère l'avait lu, elle avait adoré, donc c'est Les Âges sombres de Karen Maitland. Donc on se retrouve en 1321 dans une cité isolée de l'est de l'Angleterre et sous le joug de leur seigneur et de l'église qui depuis quelques années a supplanté le paganisme qui régnait dans la région. Non loin s'est installée une petite communauté chrétienne de femmes, des Béguines originaires de Belgique, et à un moment donné il va se passer des choses entre ces personnages de Béguines et je pense les gens de la région. J'aime ce côté un peu sombre, un peu inquiétant, tu vois. My Best Friend's Exorcism en anglais de Grady Hendrix. Donc c'est un livre que Vincent m'a offert pour mon anniversaire. J'aime beaucoup cette couverture qui fait un peu penser à une vieille VHS des années 80. Bref, j'aime énormément. J'avais hésité à le mettre plutôt en été, mais finalement je me suis dit que j'allais le mettre dans cette pioche là, pour le côté un peu horrifique, mais quand même un peu back to school, tu sais, parce qu'il y a cet effet que les deux jeunes héroïnes qu'on va découvrir sont amies. L'une d'elles va à un moment donné visiblement se faire posséder par quelque chose, et à partir du moment où elle va se faire posséder, eh ben elle va faire régner la terreur dans son école. Voilà. Bref, je vous laisse admirer, c'est vraiment... ça a son petit charme, on dira, voilà. Ensuite de série, Le Roi Maléfique de Holly Black chez Rajo, donc ça fait suite au Prince Cruel, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà, j'avais été assez impressionnée par cette histoire. Je trouvais que le Prince Cruel prenait du temps à se mettre en place, vu qu'on est donc dans un royaume de féerie, où elles sont trois humaines ont été accueillies par un fée qui a littéralement juste tué toute leur famille devant elles. Et pour ne pas les laisser à l'abandon, il les a adoptées quand elles étaient enfants et il les a ramenées dans le pays des fées. Sauf que ce sont des humaines qui vivent au pays des fées, donc elles sont assez maltraitées par leurs camarades fées, bien que leur père adoptif soit un seigneur fée assez important. Jude, l'héroïne qu'on va suivre, veut se démarquer, veut montrer qu'elle est capable autant que d'autres personnages de faire partie de la garde. Elle aime beaucoup se battre, elle a un art de l'épée qui est assez incroyable. Et donc l'histoire se poursuit comme ça dans le premier tome, et c'est un petit peu long, hein. Vraiment je vous l'accorde, dans le premier j'étais pas hyper convaincue, et sauf qu'à un moment donné, à peut-être 30% de la fin, il se passe un truc absolument que j'avais pas vu venir, et d'où l'intérêt de me dire ok, j'achète le 2, c'est bon, j'ai compris, vous m'avez bien eu, voilà. Parce que maintenant il faut que je sache comment ça va se passer. Quand tu verras Sadie aux éditions Nathan de Kat Ellis, ça c'est une histoire de fantôme. Quand on grandit à Burden Falls, on vit avec les légendes locales et Dead Eye Sadie est la plus terrifiante d'entre elles. Ava n'a jamais voulu y croire, mais quand elle découvre le cadavre de sa pire ennemie de lycée, la légende devient un peu trop réelle à son goût.
Fantôme ou non, il y a un tueur en liberté à Burden Falls et il semblerait en avoir après la famille de Thorne. Donc Thorne c'est le nom de famille de Ava, notre héroïne. Voilà, j'adore les trucs un peu voilà, fantôme, tout ça, ça a l'air hyper cool. Et alors celui-ci, c'est d'après le podcast du même nom, j'imagine, Feu de camp. C'est aux éditions Michel Lafon, c'était sorti l'année dernière. J'avais pas eu l'occasion de le lire. Donc on est sur un roman illustré, graphique, avec plein d'histoires qui sont censées faire un peu peur et qu'on se raconterait autour d'un feu de camp. Vous aurez compris l'idée. À l'intérieur, il y a des histoires qui ont déjà été abordées dans le podcast, mais comme je ne le connais pas, bah forcément que j'en ai pas entendu parler, ou pas forcément. Il y en a une inédite qui s'appelle La légende du diable de Jersey, qui n'est pas abordée dans le podcast. Ou peut-être que ça a été fait depuis le temps. Feu de camp vous transporte au cœur de 10 des plus mystérieuses histoires paranormales de notre époque. Moi j'adore écouter ce genre de trucs. Mais quand je suis à l'abri chez moi, hein, pas autour d'un feu de camp. Pas déconner non plus. Hein. Alors on va changer d'ambiance avec ma sélection plutôt typée sorcière. Alors j'ai toujours celui-ci. Chasseur de sorcières de Max Sick aux éditions Michel Lafon, qui est un thriller et on va retrouver plusieurs personnes assassinées, mais le mode opératoire se rapproche énormément de ce qui se passe dans un livre, dans des livres d'un auteur à succès. Et donc au bout d'un moment, les enquêteurs commencent à trouver ça étrange, qu'il y ait autant de similitudes entre les actes qui se passent réellement et ceux du roman policier de l'auteur à succès. Donc voilà, ils vont creuser un petit peu de ce côté-là. Il y a visiblement pas mal de mises en scène qui font penser aux meurtres liés au fameux procès des sorcières que l'histoire a connu il y a bien longtemps. Celui-ci, je remercie énormément les éditions de Noël d'être très assidus dans mes vidéos, dis donc. Je l'avais mentionné très rapidement, donc c'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. C'est dans leur collection Lune d'encre. Matez-moi cette petite beauté absolument fantastique. Voilà. J'avais repéré ce livre en librairie. Voilà, la couverture forcément m'a énormément attirée. On va rencontrer une sorcière et une passeuse de fantômes. Elles sont toutes les deux sœurs, elles ne se parlent plus depuis très longtemps. Sauf que leur mère vient à mourir. Et bizarrement, il y a des choses pas claires avec la mort de leur mère et avec leur enfance tout court. Donc, elles décident de s'allier à nouveau et de trouver le spectre de leur mère, sauf que problème, il est introuvable. Elles vont donc commencer à aller interroger autant les vivants que les morts pour essayer de retrouver et savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de leur mère et pourquoi elle en aimait plus une que l'autre et l'histoire de leur famille. Franchement, ça a l'air... Moi rien que le titre Du thé pour les fantômes, ça me... Tu vois l'ambiance dans laquelle tu te trouves? Bref, j'adore. J'aurais pu le mettre dans une autre pile, mais j'avoue que le côté sorcière m'a quand même pas mal influencée et m'a dit mets-la dans celle-ci. Et donc quand je vous disais que les éditions de Noël étaient très assidues dans mes vidéos, c'est que j'avais en effet mentionné ce livre, comme quoi il me faisait envie et qu'il avait l'air très cool. Et peut-être 2 jours après, j'ai quelqu'un de chez De Noël qui s'est dit bah tiens, je vais lui écrire et je vais lui demander si elle veut le recevoir. Bon, moi j'ai dit oui, tu penses. Voilà, donc merci beaucoup encore De Noël, c'était trop gentil. J'adore. J'ai trop hâte. Pipapoum. Alors celui-ci, ça fait des années que je le vois passer en anglais, que j'en rêve et que j'ai trop envie de le lire et que ça a l'air incroyable, donc j'espère vraiment ne pas être déçue. Le premier tome des Royaumes des damnés de Kerry Maniscalco. Donc ça va être l'histoire de 2 sœurs sorcières là également. L'une d'entre elles malheureusement va se faire assassiner et sa sœur va donc mener l'enquête, va devoir s'associer à des personnages dont normalement tu n'es pas censé t'associer quand tu es une sorcière, mais là elle n'aura pas trop le choix. Et j'en ai toujours entendu beaucoup de bien dans les vidéos anglophones, donc de mon côté j'espère ne pas être déçue. Toujours un peu ça le problème quand il y a eu une grosse hype autour d'un truc. Voilà. J'ai pris également, regardez cette beauté, oh là là qu'il est beau, il est beau, il est beau. C'est Cœur de sorcière de Geneviève Korniczek. Alors celui-ci aussi sur les chaînes anglophones, je l'avais repéré et puis j'avais fait genre toi, et ensuite merci beaucoup aux éditions Sabran de Saxus de l'avoir traduit. J'espère correctement et bien parce que j'ai vraiment très envie de bien aimer. Vu qu'on va y mélanger tout ce que j'adore, c'est-à-dire sorcellerie et mythologie nordique. On va rencontrer une sorcière qui a énormément de secrets et qui connaît énormément de choses. Odin aurait voulu qu'elle lui révèle absolument tout, mais elle a décidé qu'elle allait se taire. Donc il veut bien sûr la punir, elle va réussir à s'échapper, mais en y laissant quelques poils quand même, hein, enfin juste sa mémoire et son cœur, juste ça. Elle va réussir à s'en sortir en tombant malheureusement pour elle
mais heureusement pour nous, amoureuse de Loki. Voilà, le dieu de la discorde, n'est-ce pas? Et toute son histoire va donc graviter autour des déités nordiques. Et c'est quelque chose qui me fascine énormément et que j'aime énormément. Du coup, voilà, j'ai beaucoup d'espoir. C'est bien beau que les livres soient jolis, mais il faut aussi qu'ils soient bien, quoi. Tu vois. Ah, celui-là, on l'a pas vu partout? Oh, absolument. Donc, bien évidemment, là aussi, encore une fois, en anglais, je l'ai vu partout. Il me faisait tellement envie, mais très rapidement, j'ai vu que Lumen allait le traduire, donc je ne me suis pas précipitée sur la version anglaise. J'ai été patiente et donc je me suis pris La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana et c'est paru là dernièrement aux éditions Lumen. Donc Mika Moon est une jeune sorcière mais qui un petit peu, tu vois, qui garde un peu ça pour elle, qui surtout ne se mélange pas aux autres sorcières. Sauf qu'un jour elle va recevoir une offre d'emploi plutôt alléchante, devenir la professeure de 3 jeunes apprentis sorcières. Et donc, hein, vers quoi elle va s'embarquer, ça, c'est une autre histoire. Ah, celui-ci aussi. Celui-là, j'ai attendu. Je me suis dit, ah, tu sais quoi, peut-être qu'ils vont le traduire. Mais là, ça fait un petit moment quand même. Ça fait en tout cas 2 ans. Puis je tiens plus. J'ai envie en plus parce que je sais très bien qu'ils n'auraient pas gardé cette couverture. Puis cette couverture absolument tellement kitsch, j'en avais besoin. C'est In the Company of Witches de Aurelie Wallace. Premier tome d'une petite série très cocooning, feel good, cozy mystery, on va dire. Voilà, vu que ça se passe dans la maison, dans la grande maison qu'on voit là sur la couverture, il va y avoir un meurtre. C'est un bed and breakfast, comment ils disent? Evenfall Witches Bed and Breakfast Mystery. Voilà, voilà. Donc il va y avoir un meurtre dans un bed and breakfast. Le bed and breakfast est tenu par des sorcières et il va falloir enquêter. Voilà, ça a l'air très mignonnet. Hein. Très très mignonnet. Et puis je me suis pris une pièce de théâtre de Arthur Miller, Les Sorcières de Salem. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu du théâtre. Je ne suis pas une grande lectrice de théâtre, bien que je l'ai été. Mais là ça m'intriguait, voilà, de voir ce que Arthur Miller avait bien pu faire de l'histoire du procès des sorcières de Salem. Je l'ai pris par pure curiosité, voilà. Je vous fais pas de résumé sur celui-là, parce que je pense que le procès des sorcières de Salem, on commence à connaître. Poursuivons avec une catégorie un peu plus Dark Academia. Celui-ci, comment vous dire, si je ne le lis pas, je pense que là par contre je risque de m'auto-flageller parce que j'ai qu'une hâte, c'est qu'il fasse vraiment très moche et de genre essayer et de pouvoir le lire en un week-end. Oh, mon bébé, oh, enfin. Toi et moi. Je sais que ceux qui l'ont lu en anglais, ils attendent depuis encore plus longtemps. Donc il s'agit du tome 2 de la série autour de Alex Stern, donc de la 9e maison, de Leigh Bardugo. Leigh, je sais jamais comment on prononce son nom en fait. Jusqu'en enfer. Ça se passera de commentaires. Le premier tome était monumental. J'aimerais ne pas l'avoir lu et le relire comme pour la première fois. Vous voyez l'effet qu'il m'a fait? C'était mon coup de cœur numéro 1 de 2022. Il était incroyable ce livre. Si vous aimez cette ambiance campus universitaire, avec des sociétés secrètes, avec un peu de magie, mais de la magie un peu dark comme ça, qui est pas toujours très cool. Et un personnage qui lui fait partie de la 9e maison, et donc la 9e maison par rapport aux 8 autres, elle est censée justement garder un œil sur les 8 principales, pour qu'elles fassent pas de conneries et que leur magie débile ameute pas tout le quartier de l'université, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc sauf que Alex Stern, qui a été choisie en tant que membre de cette 9e maison dans le premier tome, elle a un don particulier, elle peut voir les gris. Les gris, ce sont les fantômes, les spectres, mais pas toujours quand ça l'arrange, quoi. Voilà, et il y a notamment un personnage qu'on rencontre et qui a disparu, et elle va devoir partir le chercher. Ça va être trop bien, voilà, j'ai super hâte. J'ai aussi mis dans cette sélection Anatomy, A Love Story de Dana Schwartz. Celui-là aussi, quand il est sorti, avec cette couverture là, que je trouve incroyable, avec la robe qui ressemble à un cœur et tout, enfin bref, absolument magnifique. Ça a l'air vraiment excellent, j'en ai entendu que des bons avis. Des fois j'ai un peu peur de me faire mousser avec tous ces bons commentaires et ces bons avis et de pas autant aimer que ce que les avis laissaient paraître, tu vois. J'ai peur d'en attendre trop de certains bouquins, mais vraiment j'espère que tu seras très bien parce que vraiment j'ai envie que tu sois très bien. On est en 1817 à Édimbourg et Hazel est férue d'anatomie, sauf que elle ne peut pas devenir chirurgienne vu que c'est une femme. Voilà, tu auras tout compris. Jack lui par contre il déterre des cadavres. Chacun sa passion et son domaine, hein. Voilà. Donc
elle essaye un jour, alors qu'elle va le rencontrer, de lui demander si il peut pas lui déterrer quelques cadavres pour qu'elle puisse s'entraîner à la chirurgie dessus. Ah, comment c'est glamour, on aime, hein. J'adore. J'adore, ça a l'air trop bien. Bref. Celui-ci, je l'ai vu dans quelques sélections un peu type Dark Academia et c'est justement une thématique et une ambiance de livre que j'aime beaucoup. Je pense que c'est celui qui se rapproche le moins de cette ambiance-là, mais il avait quand même été cité quelques fois. Il s'agit de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, qui va nous raconter l'histoire de Zachary, qui va découvrir un beau jour un livre dans une bibliothèque et dans lequel il va lire un souvenir de son enfance qu'il n'a jamais raconté à personne. Mais donc dans cette fameuse bibliothèque, il va aussi trouver une fausse porte, vraiment parfaite, peinte en trompe-l'œil. Tout y est, hein, l'épée, l'abeille, jusqu'à l'odeur de la sauge. Et cette porte, à l'époque, il n'avait pas osé l'ouvrir. Alors une seconde chance lui est donnée de prendre, par un labyrinthe de mots et d'histoires, le chemin de la mer sans étoiles. Oh, ça a l'air cool, hein? Ça a l'air cool. Et cette sélection Dark Academia se termine avec le premier tome de Scholomance de Naomi Novik, l'éducation meurtrière. Ça aussi, qu'est-ce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Oh là 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 là. Et j'aime beaucoup la version poche, elle est très belle, j'aime bien cette couverture chez J'ai lu là. Donc Scholomance, c'est une école pour les surdoués de la magie où l'échec signifie la mort. Sinon, c'est pas drôle. Dans cet établissement, il n'y a ni professeur, ni vacances, ni amitié, sauf celles qui sont stratégiques. Et Galadriel Higgins est particulièrement bien préparée pour sa première année. Elle n'a peut-être pas d'alliés, mais elle possède un pouvoir assez puissant pour raser des montagnes. Le problème, sa magie pourrait aussi tuer tous les autres élèves. Yes, on aime. Va buter la moitié de ton école. Je termine cette pioche de lecture avec, on va dire, des romans plutôt... Je savais pas trop où les mettre et ambiance un peu feel good. Donc j'ai mis dans une ambiance plutôt back to school. Donc là, à lire début septembre, tu vois, je dirais. Le One Last Stop de Casey McQuiston, que j'ai depuis un petit temps là en anglais, mais qui depuis... C'est bon, vous en faites pas, il est sorti en français, hein, depuis très longtemps chez Lumen, voilà. J'avais envie de cette histoire, j'en ai toujours envie. Je ne sais pas quand je vais la lire, mais j'aimerais bien pouvoir me la faire là, justement, début septembre. On va rencontrer une fille qui arrive à New York. Donc déjà, elle s'appelle August, donc comme la chanson de Taylor Swift. Que j'aime beaucoup, enfin bref voilà. Donc elle débarque de sa petite ville à New York, donc gros changement bien évidemment. Et puis un jour dans le métro elle va rencontrer une fille, et sauf que cette fille, elle a l'air de pas... Enfin elle a l'air décalée. Voilà, c'est tout ce que je vous en dirai. Parce que moi je trouve que le résumé il en dit trop. Peut-être, écoutez, ne jamais dire jamais, The Bake Shop at Pumpkin and Spice. Je crois qu'il y a 2 histoires dedans, je ne sais plus, ou alors c'est 2 autrices. Chacune a une histoire ou alors elles écrivent la même, je ne sais plus, c'est de Donna Kaufman et Kate Angel. Donc là vraiment ambiance petite ville, un peu un soupçon de magie, etc. Vraiment très mignonnet, avec un festival d'automne et Halloween absolument incroyable visiblement. Si on a besoin d'un truc très très cosy et mignon, je pense que c'est ça qu'il va me falloir, voilà. Puis j'y ai mis les 2 Julia Glass que je me suis acheté là cet été. Il y a donc Conte d'automne et Une maison parmi les arbres. Alors Une maison parmi les arbres, je me souvenais plus mais j'avais mis le grand format dans ma wishlist, donc je suis très contente de l'avoir pris en format de poche. Et celui-ci ça me faisait envie parce que j'ai un attrait particulier pour les histoires autour des maisons. C'est un truc vraiment, j'adore les maisons, ça me passionne. D'ailleurs dans le podcast série télé qu'on a avec Anaïs, que je vous laisse en barre d'infos si ça vous intéresse, à chaque fois qu'on parle d'une série je suis obligée de faire un petit aparté sur les maisons des personnages parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Bref, je passe ma vie sur Pinterest à regarder des images de maisons et d'intérieur et tout, ça me fascine. Et là, on va rencontrer donc Tommy qui vit maintenant seul dans la maison de son employeur et ami qui était un célèbre auteur de livres pour enfants qui est décédé. Et comme elle va hériter de tout ce que son ami lui a laissé, c'est elle qui donc gère l'image post-mortem de son ami et qui était aussi très célèbre. Il y a un acteur qui va venir jouer le rôle de son ami pour une adaptation ou un biopic, etc. Donc elle va devoir accueillir l'acteur engagé pour incarner Morty à l'écran et l'aider à s'approprier son rôle en fouillant le passé. Et Tommy de s'interroger, connaissait-elle vraiment cet homme qu'elle a côtoyé si longtemps? Secret, secret, secret. J'adore. Ça a l'air vraiment d'être très chou et d'être très... ça va te porter sur les sentiments, tu vois. On va rencontrer un homme qui est veuf, qui a une petite vie paisible à la campagne, il s'entend super bien mais uniquement avec son petit-fils Robert, c'est tout. Et un jour sa fille, une de ses filles va le contacter pour... elle a un problème visiblement et puis elle aimerait installer une salle de classe dans la grange de son père.
Donc lui, bon, il va accepter, mais un peu à contre-cœur. Mais petit à petit, voilà, de voir ses enfants aller à l'école et puis demander son aide, et ça va un peu l'attendrir, je pense. Ça risque d'être ouais, d'être sympa, voilà. Et alors après, c'est vraiment les ovnis. Je sais pas, j'ai pas de catégorie pour eux. Alors je vais vous dire, il y a les herbes folles de Jane Hamilton que j'avais pris à Emmaüs. Vraiment parce que je trouvais que la couverture faisait très automne, voilà. Ça a l'air très beau, ça a l'air très triste aussi. On est en 1940 et Lucie vient de se faire abandonner par son père qui est parti et qui la laisse aux mains de sa mère qui ne la traite malheureusement pas très bien parce que Lucie n'est pas une enfant comme les autres. Enfin, tu pourrais croire qu'elle n'est pas une enfant comme les autres. C'est juste une enfant plus calme, plus discrète, qui aime bien la solitude et qui passe son temps dans la nature, qu'elle adore. Ce qui en fait visiblement une enfant différente. J'ai décidé d'enfin sortir de cette pioche Le Témoin Invisible de Carmen Posadas. Alors j'ai une petite passion et curiosité pour tout ce qui a trait à la famille Romanov. Depuis que enfant j'ai découvert le dessin animé Anastasia. Voilà, j'ai vu beaucoup de reportages sur les Romanov, j'ai regardé beaucoup de choses, voilà, forcément les fausses histoires à savoir si Anastasia était vraiment vivante ou non, enfin bref. Et cette histoire elle prend place justement durant cette période-là. Alors que la mort approche, Léonid Sednev décide de révéler le secret de sa vie. Embauché en 1912 comme ramoneur au palais impérial de Russie, il a été jusqu'en 1918 le témoin invisible de l'intimité des Romanov. Mais c'est en rejoignant la famille royale dans son exil que Léonid, secrètement amoureux de la grande duchesse Tatiana, livrera à l'histoire le plus déchirant des témoignages. Je crois celui-ci que je l'avais reçu lors de ma collaboration avec la box littéraire Extrapology. Je crois que c'était le nom de cette box, je ne sais pas si elle existe encore, je crois qu'elle existe encore. Et voilà, il me l'avait sélectionné, il me l'avait envoyé. J'ai souvent hésité à le donner, à me dire non, finalement non, mais il y a toujours ce côté que je me dis ça se passe en Russie avec la période des Romanov, j'ai quand même envie, voilà. Donc cette fois, je le mets. Et puis un petit thriller quand même, hein, parce que je me rends compte qu'en fait j'en ai pas tant que ça. J'en ai un ou deux, mais j'en ai plus habituellement à cette période. Donc j'ai pris Une pluie de septembre de Anna Bailey. Pas parce qu'une pluie en septembre, voilà. L'histoire a l'air plutôt pas mal, il me semble que ma mère l'avait lu. Donc on est dans une communauté assez chrétienne, visiblement aux États-Unis. Et la jeune Abigail Blake, 17 ans, est portée disparue. Donc là forcément c'est le branle-bas de combat. Est-ce qu'elle s'est enfuie d'une famille qui a l'air quand même un petit peu déséquilibrée, où le père règne en maître et où tout le monde se laisse marcher dessus? Ou bien est-ce qu'elle a été assassinée? Ou bien est-ce que son petit ami l'aurait enlevée? Et enfin, le dernier de cette sélection, un Colleen Hoover. Parce que j'ai jamais lu de Colleen Hoover. Voilà, je fais partie de ces gens. Je sais pas, la hype autour de cette autrice ne m'attire absolument pas. Mais j'avais November 9 depuis très longtemps dans ma liste d'envie parce que à l'époque, il y a quand même très longtemps, j'en avais parlé avec Alicia et qui en a lu quand même quelques-uns. Et elle m'avait dit mais franchement, November 9 ça pourrait te plaire parce que c'est différent. C'est une histoire d'amour, oui, mais elle me connaissant, tu vois, elle s'est dit ça pourrait te plaire. Voilà, donc c'était en novembre, le 9e jour du mois, et d'emblée, lorsqu'il a rencontré Fallon, Ben a compris ses cicatrices, les a pensées, les a aimées. Alors qu'à 18 ans, à la suite d'un tragique accident, Fallon voyait s'écrouler son rêve d'actrice, Ben et son charme, Ben et sa drôlerie d'aspirant écrivain, lui a redonné confiance. Cette journée, ils l'ont passée ensemble, une magie de tous les instants. Le soir venu, ils ont promis. Chaque 9 novembre, durant les 5 années à venir, ils se reverront. Une date pour tout revivre, une date pour tout comprendre et braver l'impossible. Ce que j'aime pas trop dans ce genre de romance, là où j'y vais un peu à reculons, c'est que j'ai de la peine avec les personnages détruits. Voilà, tu vois, quand d'emblée ils ont un passé lourd, ou c'est pas facile, ou tatati, tatata, des traumas, etc. J'ai déjà essayé plusieurs, hein, j'en ai lu plusieurs, j'ai essayé de lire plusieurs bouquins comme ça, et ça ne marche pas. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de peine, mais là je me suis dit, vas-y, fais confiance à ta copine, et tu verras ce que ça donne. Peut-être oui et peut-être pas, c'est la vie. Voilà pour cette sélection pioche automnale, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées. Peut-être qu'on a des livres en commun et que vous n'aviez pas prévu de les sortir à cette période-là, mais que tout à coup, m'entendre en parler, ça vous a donné envie. Donc dites-moi en commentaire, vous, ce que vous allez lire durant cette période automnale qui arrive, si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, si, enfin bon bref, voilà, je veux tout savoir, bien évidemment, vous l'aurez compris.
Je me permets juste de terminer sur donc la sélection de livres qui font partie de cette pioche et qui existent également en version audio sur Nextory. Donc vous allez pouvoir retrouver Le Roi Maléfique, le tome 2 du Prince Cruel, que je vais peut-être d'ailleurs alterner entre audio et papier. La Mer sans étoiles, celui-ci je pense clairement que je vais alterner entre le papier et l'audio. Du thé pour les fantômes, celui-là je vous avais dit, je l'avais repéré sur Nextory et en librairie et c'est suite à ça que les éditions de Noël me l'ont envoyé. Et enfin, en anglais là par contre, il y a le fameux November 9 de Colleen Hoover. Je me dis, j'ai bien envie d'essayer maintenant les livres audio en anglais parce que j'écoute pas mal de podcasts en anglais, j'écoute beaucoup de vidéos en anglais. Je pense que ça peut le faire. Voilà, en plus une romance contemporaine, il n'y a rien non plus de trop compliqué là-dedans. Donc pourquoi pas, et bien évidemment il y a le Vampiria tome 2 et le tome 3. Bon, si tout à coup vous dites wouh, je me suis prise d'un truc, allez 3 tomes, allez go j'y vais. Et pour tester Nextory pendant 60 jours gratuitement, le code est juste ici. Merci encore à eux. Bah de mon côté je vais m'y mettre hein, parce que alors j'ai tellement hâte. Si vous saviez. Des fois c'est un truc qu'on me dit genre mais t'as pas cette sensation un peu de frustration de pas avoir terminé toute ta sélection de la saison passée? Non, parce que regardez ce qui m'attend. Je suis hyper impatiente en vrai. J'ai super hâte. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.